et ils vont donc tenter de nous apporter des éclaircissements sur ce sujet-là. Alors, nous avons plusieurs personnes, vous l'avez vu, les troupes sont importantes aujourd'hui. José Milano, qui est directeur général du groupe Omnes Éducation, un groupe qui rassemble plusieurs écoles justement de communication, de management, de sciences politiques. À côté de lui, François Guinaud, président honoraire de l'Académie des technologies, président du groupe interacadémique pour le développement, ancien PDG de l'entreprise Ron Poulenc Chimie, et qui est également l'auteur d'un livre publié l'année dernière, La puissance et la peur, la civilisation européenne, un renouveau est-il encore possible, aux éditions du CERF. À ma gauche, Pablo Naclé-Cerruti, vous êtes directeur général de Viparis, leader européen dans l'accueil de congrès de salons. C'est notamment Paris Expo, Porte de Versailles. Et enfin, David Dupont-Noël. Enfin, non. En deux. D'abord, David Dupont-Noël, directeur adjoint Managing Partner Audit et Assurance de Deloitte France, Deloitte qui est partenaire de cet événement. Et puis, bien sûr, Jean-Marc Daniel, économiste, professeur émérite à l'ESCP Business School, auteur d'une quinzaine d'ouvrages, alors je ne vais pas tous les citer, mais il y a notamment Le gâchis français, Histoire de 40 ans de mensonges économiques, et plus récemment, l'année dernière, si je ne me trompe pas, Histoire de l'économie mondiale, chez Talandier. Pour démarrer, ce que je vous propose, c'est 5 minutes de propos introductifs. On va commencer avec vous, François Guinaud. Je vais commencer pour vous lancer par une question. La liberté et le bien-être des hommes va de pair avec l'innovation technique. On le sait aujourd'hui. Ça allège leurs contraintes. C'est un marqueur de civilisation. C'est un sujet que vous connaissez bien. Est-ce que vous pouvez nous faire un bref mais nécessaire retour historique là-dessus, donc sur l'innovation, sur le progrès, sur l'innovation technique, dans quelle mesure justement c'est un marqueur de civilisation? Merci. La technologie me suive? C'est parfait. Oui, très bien. Merci. C'est vrai que depuis la nuit des temps, l'humanité a progressé avec les technologies. Et l'hominisation, selon Régis Debray, résulte de la symbiose entre le cortex et le silex. Et effectivement, le volume du cerveau double, tandis qu'à partir du même bloc de silex, la longueur du tranchant obtenu passe, tenez-vous bien, de 4 cm à 100 mètres. Alors, lorsque les techniques ont donné assez de confiance en lui, Sapiens refuse de subir passivement les contraintes de la nature. Et ce refus singulier démontre sa liberté et sa dignité. Cette révolution néolithique marque le début de l'humanisation de la longue marche des hommes vers la plénitude de leur humanité. Le lien, vous le disiez, entre progression technique et évolution de société ne cessera de se vérifier. Marx et Engels en font le marqueur absolu vers la civilisation. Le caractère absolu est tout à fait discutable, mais le consensus est général pour associer progrès technique et civilisationnel et reconnaître le rôle essentiel, irremplaçable de l'entreprise. La civilisation européenne apportera au monde la méthode scientifique et en combinant ses résultats avec les techniques, elle l'engagera dans la révolution technologique. À la fin du XIXe siècle, le spectre hideux de la famine hante à nouveau l'Europe. Le guano du Chili représente l'essentiel des apports azotés naturels. Ces déchets d'oiseaux marins sur les rives du Pacifique forment d'immenses falaises de substances azotées. Elles s'épuisent. Et les prêcheurs d'Apocalypse, déjà virulents, prédisent un désastre humanitaire inouï. La précision de leurs prédictions garantit son sérieux. L'année horrible sera 1940.
Sir William Crookes en appelle aux chimistes. La synthèse de l'ammoniac à partir des sources inépuisables de l'azote de l'air ou de l'hydrogène de l'eau ouvrirait la voie aux engrais azotés de synthèse. Défi colossal d'une synthèse réputée irréalisable. Elle est réalisée. Elle est réalisée par le scientifique Haber, les industriels Bosch et Mittasch de l'entreprise BASF, soutenus par des financiers avisés. Et dès 1913, l'Allemagne, libérée de sa dépendance chilienne, fait son pain avec de l'air et de l'eau. Et cette première technologique résulte, il faut y insister, d'un écosystème unique entre universités, entreprises et finances, fruit d'un environnement favorable créé par l'État allemand. Cependant, vous le savez, les révolutions industrielles entraînent un cortège lugubre de misère sociale. L'entreprise et sa capacité d'innovation ne suffisent pas à modeler un monde plus libre. Sans cesse, le progrès, roue à double engrenage, fait marcher quelque chose en écrasant quelqu'un, écrit Victor Hugo. Ces apports deviennent bénéfiques à condition que l'entreprise s'associe à la raison d'être choisie par la société et concourt à son équilibre évolutif avec l'État, les religions, les syndicats, etc. Un excès de puissance fragilise cet équilibre. 30 années furent nécessaires pour imposer les lois antitrust au capitalisme sauvage de John Rockefeller. Et le problème se répète avec le pouvoir financier exorbitant et les idéologies incontrôlées des GAFAM. L'influence grandissante des lobbies sur les entreprises fragilise cet équilibre. J'ai vécu en première ligne dans les années 90 la perte du leadership mondial de la France dans les terres rares. L'État s'est lamentablement couché devant des interventions écologistes ubuesques. Aujourd'hui, des fonds d'investissement brassant des centaines de milliards liés à de multiples lobbies imposent aux entreprises, je parle de la liberté des entreprises, des choix idéologiques d'investissement. Et devant l'affaissement général de toutes les institutions, l'entreprise reste en première ligne devant leurs diktats. Alors, l'irrationalité woke l'attaque, son implantation est dévastatrice, elle sape l'esprit scientifique. Il faut que vous vous habituiez à ce que la vraie biologie gynocentrique remplace notre biologie abominablement viriliste. Elle entreprend de démanteler nos mathématiques, évidemment racistes, soutenues d'ailleurs en cela par la fondation Gates. Attention, les nouveaux Lysenko nous entraînent vers un monde moins libre. Résistons à l'invasion totalitaire de l'irrationalité. Imposer par exemple des analyses bénéfices-risques préalables à tout choix technologique majeur réintroduirait la rationalité bafouée. Et les surprises ne manqueraient pas. Le refus de subir a fondé la liberté humaine. Refusons de subir les sortilèges du wokisme et des innovations technologiques sans contribution à un monde plus libre. Et je termine en disant comment souhaiter l'avènement d'un monde plus libre sans parler du manque d'entreprises, de formation et de financements adaptés qui en excluent des centaines de millions de jeunes Africains. Merci. Je vais passer la parole à Jean-Marc Daniel. En tant qu'économiste libéral, et ce n'est pas un gros mot, j'espère. Vous êtes de ceux qui considèrent que le principal frein à la liberté des entreprises et des salariés, l'ennemi premier, si je puis dire, c'est l'État. L'État, pourtant, protège. Lamennais, le théologien, le philosophe, disait qu'entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit.
Quel contenu alors vous donnez à cette liberté économique qui serait un bienfait? Oui, alors sur cette histoire de liberté économique qui est un bienfait, je ferai très rapidement 3 remarques. La première remarque, c'est qu'effectivement, la liberté économique, comme on vient de le dire, repose sur l'existence d'entrepreneurs. Et donc, le véritable enjeu, c'est qu'est-ce qu'on met en face de l'entrepreneur. Donc, Schumpeter, dans un texte célèbre là, sur capitalisme, socialisme et démocratie, dit en face, il y a l'entrepreneur qui est un personnage qui est habité, et en face de l'entrepreneur, il y a le planificateur. Et le planificateur, c'est le personnage qui, effectivement, apporte la protection. Et d'autant plus que le planificateur a une force très grande, c'est qu'il s'appuie sur ce que Schumpeter appelle l'intellectuel déclassé. C'est-à-dire, enfin, la petite jeune étudiante là, qui est venue dire, vous savez, dans l'entreprise, on n'est pas libre. Elle n'est pas encore déclassée, mais elle a vocation à devenir intellectuelle. Et donc, ce couple-là a une force colossale. On vient de le dire, c'est lui qui va générer Lysenko, c'est lui qui va détruire, effectivement, l'entrepreneur, qui va faire un procès permanent à l'entrepreneur. Et pourtant, l'entrepreneur, malgré ce que disait Schumpeter, l'entrepreneur a gagné sur le planificateur. Quand Schumpeter écrit ça en 1948, les communistes viennent de prendre le pouvoir en Tchécoslovaquie. Et il dit que c'est la première fois que les planificateurs s'emparent d'un pays développé, de tradition démocratique, avec une classe ouvrière formée. Et donc, ils vont vers un succès économique éclatant. Et donc, la liberté économique va avoir été brisée par le succès du planificateur tchécoslovaque. Bon, c'est pas la peine de faire le bilan de ce qu'a été le planificateur tchécoslovaque, je ne vais pas insister là-dessus. Donc, le premier élément qui fait la force de la liberté de l'entrepreneur, c'est l'échec pathétique du planificateur tchécoslovaque. La deuxième remarque que je ferai, c'est que je pense que derrière la liberté d'entreprendre, c'est, pour reprendre ce que disait Pierre Manant, la liberté d'entreprendre, c'est le laisser faire, laisser passer. C'est même comme ça que ça commence au tout début. Les premiers économistes, dans l'article pour la revue que j'ai donné, je cite les physiocrates, qui sont les premiers économistes du XVIIIe siècle, et je cite les maximes économiques de François Quesnay, qui est le premier vrai économiste, et il dit laisser faire, laisser passer. Mais il complète ça, et ce sera mon troisième point, par le fait qu'il faut donner à l'entreprise des règles. Et ces règles, c'est que la liberté ne peut pas se concevoir sans le droit de propriété. Parce que quand on est propriétaire de quelque chose, on est responsable de ce dont on est propriétaire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le planificateur tchécoslovaque a échoué, parce que les gens n'avaient aucune implication personnelle dans l'avenir du projet qu'ils portaient. Et puis, il faut avoir une contrainte au travers de la concurrence. Et je pense qu'on ne peut pas concevoir la liberté sans la concurrence et le droit de propriété. Et alors, pour reprendre, est-ce qu'avec ça, on arrive à la protection? C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive à faire en sorte que les gens ne se retrouvent pas... Alors, l'expérience historique montre qu'il n'y a jamais eu autant de bien-être que dans les sociétés qui ont généré des structures avec concurrence et droit de propriété. Et la concurrence, ça joue dans tous les sens. Alors, dernière citation, dernier personnage sur lequel je m'appuie, c'est Friedman, dans un livre qui s'appelle « Capitalisme et liberté », puisque capitalisme va avec liberté. Il explique bien que la concurrence, c'est aussi la capacité qu'a le salarié, qu'a le producteur, qui n'est pas le détenteur du droit de propriété, à mettre en concurrence les détenteurs de droits de propriété. Et donc, il y a la possibilité pour le salarié, à partir du moment où il est en position de force, de générer un comportement vis-à-vis de lui par les entreprises. Et être en position de force, c'est avoir du talent, des compétences. Et donc, pour répondre à votre question, l'entreprise en situation concurrentielle est une entreprise qui respecte la liberté et qui donne de l'efficacité à la liberté. Juste un tout dernier mot. On apprend à nos étudiants la théorie de la concurrence pure et parfaite. Alors, les juristes parlent de concurrence libre et non faussée. Je ne sais pas si vous avez enseigné l'économie, si vous avez suivi des cours d'économie, mais demandez qu'est-ce que c'est qui est la pureté, qu'est-ce que c'est la perfection dans la concurrence. Qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est parfait? C'est une grande question que je passe au concours d'entrée à l'ESCP. Et le résultat est assez pathétique. Donc, s'il y a parmi vous des gens qui connaissent des étudiants et tout ça, essayez de comprendre ce que c'est que la pureté et la perfection. Et la perfection de la concurrence pure et parfaite, c'est deux conditions. C'est la liberté et l'égalité. La liberté de produire, la liberté d'acheter,
l'égalité dans le destin juridique que vous avez et l'égalité dans la quantité d'informations que vous détenez. Et dans la théorie de la concurrence pure et parfaite, la perfection est une. Pour avoir la liberté, il faut avoir l'égalité. Pour avoir l'égalité, il faut avoir la liberté. Et c'est ça qui fait la perfection. Et donc, pour répondre à votre question, je pense que les gens sont protégés parce que la liberté est également, si elle est concurrentielle, l'égalité. Merci. David Dupont-Noël, vous m'avez dit lorsqu'on a préparé cette table ronde, et j'espère là ne trahir aucun secret, les entreprises ont bénéficié de beaucoup de liberté et maintenant il faut voir dans quelle mesure elles peuvent à leur tour contribuer à la liberté. Quel projet d'entreprise, quels outils disposent justement les sociétés, les entreprises pour cette liberté pour tous? Oui, ça marche directement. Oui, vous avez raison. C'est un peu se demander aujourd'hui comment les entreprises peuvent contribuer à un monde plus libre. Est-ce que c'est une ironie de l'histoire ou un juste retour des choses, comme vous l'avez évoqué, alors même que ces entreprises ont bénéficié d'énormément de liberté, libre-échange, libre circulation des biens, des personnes, liberté d'entreprendre pour se développer. Et beaucoup de courants économiques d'ailleurs, les libéraux, vous les avez cités, Smith et autres, ont fondé d'ailleurs le succès des entreprises sur cette liberté extrême. Alors, je ne vais pas m'attacher à développer ce qu'est la liberté, c'est bien périlleux, on l'a vu dans l'exercice de M. Manant, et c'est bien trop vaste. Je ne vais pas non plus rentrer vers des thématiques beaucoup plus larges de raison d'être ou d'entreprise à mission. Moi, j'évoquerai trois points pour répondre à votre question. Un, peut-être vous démontrer que les entreprises ont déjà beaucoup contribué à asseoir nos libertés fondamentales. J'y reviendrai. Le deuxième point, c'est sur quoi on peut maintenant attendre, ou qu'est-ce qu'on peut maintenant attendre des entreprises pour protéger et développer notre liberté, avant de rappeler quelques règles que vous évoquiez. Alors, j'en ai des un peu différentes pour que tout ça fonctionne. Alors, en quoi les entreprises ont contribué à asseoir nos libertés fondamentales? D'abord, au niveau de l'individu, sur l'émancipation financière. Les entreprises affranchissent l'individu de dépendre d'un État, de dépendre d'une collectivité, dans une certaine mesure. Alors c'est intéressant parce qu'on voit aujourd'hui les débats poindre sur le sujet du revenu universel, le débat politique, sur le sujet de l'amplitude des aides Covid, et pas plus tard qu'hier, par exemple, en Allemagne, sur le bouclier tarifaire énergétique, maintenant, avec des dizaines de milliards dépensés. Les entreprises, par ailleurs, au-delà de cette indépendance financière, qui d'ailleurs, je le rappelle, a quand même été à l'origine, quelque part par le travail qu'elle procure, de l'émancipation des femmes après-guerre, qui ont pu, grâce au travail, se libérer quelque part, je ne vais pas dire de la contrainte ou de l'emprise de leur mari, mais en tout cas occuper une position plus grande dans la société. Ça, c'était le premier point. Sur l'aspect financier, il y a évidemment l'aspect social, participation à la vie. Ça, c'est indéniable que les entreprises apportent beaucoup là-dessus, parce qu'on voit comment les isolements peuvent créer des comportements très déviants. Dixit toutes les tueries. Les entreprises nous apportent évidemment, et je pense que vous reviendrez avec Homme sur la partie éducation, la partie enrichissement que les entreprises apportent et qui nous évitent de tomber dans des thèses très homogènes. Les entreprises au niveau de l'individu, encore une fois, apportent un développement intellectuel qui nous incite à nous ouvrir, qui nous incite à tolérer, à nous prendre. C'est une entreprise d'abnégation, vivre dans une entreprise, de tolérer les autres, de faire des compromis. Ça, c'est sur le plan de l'individu. Sur le plan sociétal, les entreprises ont aussi fait beaucoup. Les entreprises, d'abord, contribuent à maintenir un dialogue social, une paix sociale au sein du pays, par toutes les instances de dialogue qui peut y avoir, et qui sont instaurées dans la loi, d'ailleurs dans la loi sur le code du travail, avec toutes les instances représentatives du personnel. Les entreprises, sur le plan sociétal, nous libèrent. Elles nous libèrent, elles nous ont libérés encore récemment par l'innovation.
sur le vaccin. Elles nous libèrent, elles nous affranchissent quelque part des distances quand on parle de téléphonie mobile, quand on parle de transport aujourd'hui. Enfin, ces entreprises, plus les échanges sont développés, elles rapprochent les peuples. Plus on a d'interactions entre les uns et les autres sur le plan commercial, moins les conflits, moins les tensions sont susceptibles de naître, parce que quand vous avez des intérêts qui sont mêlés, c'est plus simple de faire des compromis et c'est beaucoup plus simple d'avoir une écoute plus attentive aux positions des autres. Alors, ce en quoi maintenant elles peuvent contribuer plus pour accroître notre liberté. Moi, je vois trois points un peu fondamentaux. Le premier, c'est indéniablement le sujet du climat. Parce que si on ne fait rien pour le climat, nos libertés individuelles seront, pour le moins qu'on puisse dire, je dirais, handicapées ou très occultées. Pourquoi ? Il va y avoir de tels flux migratoires que là, on ne peut pas imaginer conserver le même type de liberté que dont nos sociétés disposent aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'elles doivent faire ? Évidemment, c'est tout ce qui est revoir la chaîne de production, tout ce qui est les conceptions éco-responsables, tout ce qui est isolement, et c'est aussi l'éducation de leurs salariés sur ces sujets climatiques. Le deuxième point, c'est la lutte contre les discriminations. On voit les tentations d'ostracisme de beaucoup de catégories de personnes. On voit les tentations d'isolationnisme de certains pays. Mais moi, je parlerai de façon plus large de l'ensemble des discriminations, qu'il s'agisse c'était évoqué tout à l'heure, de choix sexuels, qu'il s'agisse de mixité, qu'il s'agisse d'intégration dans la vie sociale du handicap. D'ailleurs, une très belle entreprise qui s'est développée, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Café Joyeux, qui vise à intégrer des travailleurs handicapés dans la vie sociale au travers de la distribution du café. Ça, c'est un élément très fort. Le troisième point, et j'ai bientôt terminé, le troisième point essentiel sur lequel les entreprises peuvent désormais contribuer aussi, et on l'évoquera dans une autre table ronde, je crois, de façon plus approfondie, en limitant l'aliénation qu'on peut avoir suite à la vague, je dirais bien la vague de la digitalisation, c'est tout ce qui est, quelque part, de la dépendance, je dirais, informatique, mais du sujet de cybercriminalité. Au jour d'aujourd'hui, il y a des centaines, je dis bien des centaines, d'entreprises, d'individus qui, chaque jour, font l'objet de rançons par menaces d'extinction de leur système ou menaces sur leur propre liberté d'information, de regard ou de choix, d'orientation diverses et variées. Il y a 6000 gendarmes aujourd'hui qui travaillent à cela. Là encore, les entreprises ont un devoir pédagogique vis-à-vis de leurs salariés, ont un devoir de protection aussi de leurs actifs et des actifs du bien commun. D'ailleurs, chez nous, chez Deloitte, on œuvre à la fois en remédiation quand il y a des sujets, mais aussi en accompagnement de ces entreprises, c'est très important. La condition, ou les conditions, je dirais, pour ce succès, vous l'avez évoqué, c'est un corps de règles, de normes, correctement compris, appliqués et partagés par tous avec des objectifs communs. Le seul problème avec ces règles et ces règlements, c'est de deux sortes. C'est que tout le monde veut imposer son propre règlement. On l'a vu sur les sujets financiers, de normes comptables, entre les Européens, les Américains, chacun veut avoir l'imprégnation. Et là, on le voit encore a fortiori sur les sujets de règles en matière de responsabilité sociale des entreprises et environnementale, de RSE. Alors, qu'on conduit à quoi ? Quelque part, un empilement, une superposition de règles qui vient quelque part nous handicaper. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je suis presque terminé, sur cette nécessité, c'est de garder des entreprises qui soient laïques pour maintenir ce dialogue que j'évoquais. Ça, c'est une condition sine qua non. Voilà, et j'ai presque envie de terminer sur un questionnement qui n'est pas lié à le questionnement de la liberté, c'est très compliqué, mais un questionnement sur l'entreprise. L'entreprise a beaucoup évolué. Vous évoquiez les thèses marxistes, le travail alien, en ferme. C'est pas vous qui avez dit ça. J'ai entendu ça tout à l'heure. Et c'est clair que l'entreprise, elle a évolué depuis ce temps-là, depuis il y a 50 ans, même il y a 30 ans. Aujourd'hui, l'entreprise, le CDI, ne fait plus rêver les jeunes
faire carrière ne fait plus rêver les jeunes. Donc il y a un changement, beaucoup plus d'auto-entrepreneurs, beaucoup plus de start-up, beaucoup plus de freelance. On voit qu'il y a une recherche de beaucoup plus d'expérience, de liberté dans l'entreprise, ce qui fait que, quelque part, il y a une défiance envers l'entreprise. Alors justement sur ce sujet-là, merci David Dupont-Noël pour cet exposé. Vous me permettez de faire là une superbe transition. J'en profite. Je vous en prie. Je me tourne vers José Milano. En tant que directeur général justement du groupe Omnes Éducation, quel changement vous voyez au sein des nouvelles générations qui sont les futurs actifs, hein, quel est leur rapport à la liberté, à l'engagement, leur manière de concevoir aussi leurs conditions de salariés ou futurs salariés? D'abord, un rappel de ce que c'est qu'un groupe d'éducation. Un groupe d'éducation, c'est, en ce qui nous concerne, un groupe privé, c'est-à-dire un quart de l'enseignement supérieur. Et on travaille avec deux éléments fondamentaux, c'est-à-dire les entreprises, et puis l'autre client que vous évoquez, ce qui sont nos étudiants. Alors, on doit à la fois essayer de rapprocher ces deux points de vue, et les points de vue, on les retrouve sur ce qu'on appelle l'employabilité, c'est-à-dire quelque part une promesse d'émancipation des jeunes. C'est une proposition qui leur est faite, qui est de les doter de compétences dont ils vont avoir besoin, à la fois d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue de citoyenneté, de façon à ce qu'ils puissent affronter, se confronter, changer le monde dans lequel ils sont, dans lequel nous sommes. Et en même temps, évidemment, il y a un ajustement des entreprises qui est nécessaire. Donc on est toujours dans cette dialectique, à la fois public-privé et en même temps entreprise et étudiants. Alors, ces étudiants et ces entreprises, elles sont confrontées à 4 défis. On les a évoqués, mais c'est important de les concrétiser dans une formation. C'est évidemment les transitions digitales et technologiques, c'est la transition écologique et celle de la diversité. C'est une transition démographique, c'est-à-dire que nous venons d'un monde où on avait un capital initial, et en fait aujourd'hui on s'aperçoit que ce capital de compétences, il est remis en cause, et donc il nous faut apprendre de plus en plus tout au long de la vie. Et le dernier défi, c'est évidemment, plus récemment, on en sent la pertinence, c'est ce défi géoéconomique. Alors on doit intégrer ces défis pour à la fois tenir compte des évolutions et de la transformation des entreprises qu'évoquait mon prédécesseur, et en même temps tenir compte de ce qu'est aujourd'hui l'étudiant. Alors c'est difficile en une minute de dire ce que sont les étudiants. Qu'est-ce qu'on observe? D'abord, ils sont beaucoup moins académiques, c'est-à-dire que le passage par le savoir du secondaire ou du primaire d'il y a quelques années se manifeste dans le supérieur. On a des gens qui sont extrêmement digitaux d'une part, il n'y a plus de feuilles de papier dans une salle de cours nulle part, et en même temps, on ne peut que regretter un certain nombre d'absences de maîtrise, d'un certain nombre de fondamentaux. Ils sont hybrides. Alors quand je dis hybride, on fabrique aussi des hybrides. Le bac Blanquer génère une hybridation. Vous choisissez 3 matières principales en première, 2 en terminale. Comment ne pas avoir dans le supérieur des gens extrêmement différents? Et on peut se poser d'ailleurs la question de est-ce que nos systèmes d'enseignement supérieur, publics ou privés, sont réellement adaptés à ce public qui est extrêmement différent? Alors ils sont assez étranges parce qu'ils sont assez individualistes, ils demandent beaucoup de personnalisation, donc beaucoup d'attention humaine, en même temps qu'ils sont très digitaux, donc il faut s'adapter à cette donnée. Ils sont assez peu RSE, en tout cas dans l'attente qu'ils ont de l'enseignement supérieur. On a une étude récente de 30 000 étudiants, et ils nous disent quoi? Ils nous disent on veut des réseaux, on veut des associations, on veut de l'excellence académique en 4e position et de l'international, donc une ouverture au monde. La RSE ne vient qu'en 5e position, ce qui est assez étonnant, mais ça veut dire qu'ils n'attendent pas des systèmes de formation qu'on leur inculque ces dimensions-là. Ils considèrent qu'ils peuvent aller les capter ailleurs. Ensuite, comment on travaille avec eux? C'est des gens qui fonctionnent sur le mode du projet. Pas du tout sur des apprentissages comme nous les avions autrefois, mais sur du projet. Et on a même des confrères qui ont 100% de l'enseignement qui repose uniquement sur du projet et sur de la pédagogie inversée, c'est-à-dire le fait que vous partez d'une matière et vous redécouvrez, avec l'aide des enseignants, l'ensemble des savoirs fondamentaux. Pas du tout l'approche qui a été celle majoritaire pendant un certain nombre d'années, même s'il y a eu des écoles concurrentes à cette façon de faire. Donc on a un public qui est beaucoup plus diversifié, je rejoins d'ailleurs les interventions de mes prédécesseurs,
Et la difficulté, c'est effectivement à la fois de gérer cette dialectique entre ce désir de personnalisation, des entreprises qui ont du mal à définir ce qu'elles veulent. Elles veulent des gens adaptables, c'est-à-dire avec un portefeuille de compétences extrêmement vaste, et en même temps des étudiants qui veulent avoir un projet qui leur est extrêmement personnel. Donc la réconciliation, que ce soit dans le système de formation ou dans l'entreprise, de cette confrontation entre les besoins des uns et les désirs des autres, est une difficulté, mais en fin de compte, c'est effectivement cette réconciliation-là qui peut permettre d'avoir des individus qui sont à la fois libres et aussi productifs, parce qu'on reste, je crois, dans une société du travail, et c'est avec ces portefeuilles de compétences que l'on peut faire face à l'ensemble des défis que j'ai essayé de synthétiser. Merci beaucoup. On a évoqué la digitalisation, la dématérialisation en fait des entreprises. Pablo Naclès-Cerruti, entre le monde physique et le monde digital, où est-on le plus libre finalement ? Alors moi j'appartiens au monde physique, puisque Viparis c'est comme le palais des festivals de Saint-Raphaël, ce sont des lieux où les gens viennent pour se rencontrer et pour assister à des conférences. Et je vais vous dire à la fin pourquoi c'est beaucoup mieux d'être présent physiquement que digitalisé. Mais je viens du monde physique et en tant que dirigeant j'assiste également à la digitalisation de l'entreprise. Pour dire les choses de manière un peu sèche, aujourd'hui en l'état de la technologie, le monde digital semble nettement moins libre que le monde physique. D'abord, digitalisation d'entreprise, elle part dans deux directions. La première, c'est la dématérialisation, et puis la deuxième, c'est la désintermédiation. On se sert des outils digitaux pour se dématérialiser et puis pour se désintermédier. Quand on se dématérialise, on le fait au nom de l'optimisation des process. Et ce faisant, on génère des standards. Et je ne sais pas si Gaspard Koenig en parlera tout à l'heure, mais dans son dernier livre, il revient sur justement la standardisation du monde. Et on est la même chose dans les process d'entreprise. Et désormais, dans beaucoup d'entreprises, ce sont les logiciels que l'on utilise qui guident les process. Et finalement, ce n'est pas la façon dont on travaille, c'est les logiciels qu'on utilise. Alors je ne les citerai pas, mais je suis sûr que Deloitte en recommande beaucoup à ses clients. Mais des grands logiciels comptables aujourd'hui dominent d'une certaine manière la façon dont les entreprises comptent leurs sous et génèrent leur budget. Le deuxième point, c'est la désintermédiation. Il n'y a pas de désintermédiation. La désintermédiation, c'est la promesse des plateformes. Or, quand vous allez sur une plateforme, quand vous allez sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous met en communauté avec les gens qui pensent comme vous. Quand vous allez sur une marketplace, on vous met en communauté avec les gens qui achètent comme vous. Quand vous allez sur des sites d'information, on vous met en communauté avec les gens qui ont acquis les mêmes informations que vous. Et ce faisant, vous vous mettez à raisonner en bloc et vous êtes confortable parce que dans votre univers que vous avez constitué dans ce monde digital, tout le monde pense comme vous. C'est très confortable, mais faute de débat, faute de recul, on perd en liberté. Et je crois, au-delà de ce tableau un peu triste, que dans le fond, les entreprises, contrairement à ce que disait l'étudiant tout à l'heure, peuvent et doivent d'une certaine manière devenir des espaces de liberté. Le premier, c'est évidemment lié à la culture de l'entreprise, c'est la question de la responsabilité individuelle. La responsabilité individuelle derrière, c'est toutes les mantras du management, mais qui, une fois ayant pris du sens et du concret, fonctionnent. Le droit à l'échec, la prise de décision collective à l'issue d'un débat, la responsabilité, la solidarité. Et dans le fond, c'est vraiment le rôle de l'organisation entreprise de mettre ça en valeur, de le mettre en avant au service de sa performance. Et le deuxième point, et on en revient à la question du monde physique, c'est la question de l'ensemble de ces rencontres et la façon de faire des affaires et de progresser. Il n'y a rien de mieux qu'une rencontre physique pour progresser collectivement. Je le pense fondamentalement. C'est mon métier, mais je le pense également. Parce qu'on y rencontre ses pairs, on y rencontre ses clients, ses prospects, sa formation, ses fournisseurs, et on y rencontre tout ce qu'il y a autour. Le maire de Saint-Raphaël l'a dit tout à l'heure. La différence que vous avez, vous, dans la salle, par rapport aux gens qui assistent et qui bénéficient de la même transfert de compétences, c'est que ce soir, vous allez bénéficier de la ville de Saint-Raphaël, vous allez bénéficier de pouvoir discuter en direct avec les intervenants en off par ailleurs, et toute cette valeur ajoutée, elle existe dans le monde physique. Et j'en veux pour preuve, et j'en termine là, pour tous ceux qui sont sur des applis de rencontres, les Tinder, etc. On se fait un swipe, un message, deux messages, et on fait quoi après ? On se rencontre. Et à ce moment-là, on est libre de se dire, j'ai envie d'aller plus loin avec toi ou pas. Et dans le fond, c'est la conclusion en tout cas de ce propos, c'est l'un va avec l'autre. Je ne cherche pas à les antagoniser, l'un va avec l'autre. Mais toutefois,
C'est à la fin la surprise, la curiosité, la sérendipité, c'est dans le monde physique qu'elle peut avoir lieu, parce que c'est là où on est parfaitement libre d'aller, de venir et de choisir. Merci beaucoup. C'est un sujet à tiroir, hein, et beaucoup ont été ouverts. Je vous en remercie. Ce que je vous propose peut-être, c'est de passer la parole à la salle, s'il y a des questions. Ça nous permettra d'avoir un temps assez long et de limiter les frustrations éventuelles. On va faire circuler, bien sûr, un micro. Mais n'hésitez pas à vous manifester si vous avez déjà des questions. Il y a une main levée, au moins 2. Bonjour. Tout d'abord, je souhaite vous remercier pour cette intervention qui fut très intéressante et constructive. Ma question s'adresse à Jean-Marc Daniel et José Milano. Donc, au cours de vos carrières respectives, vous avez pu être en contact avec des étudiants et le monde universitaire. Donc, comment abordez-vous les sujets de liberté au sein de vos établissements respectifs et comment préparez-vous concrètement les étudiants à apporter plus de liberté au sein du monde du travail ? Je vais répondre très rapidement. Je dis toujours très rapidement, et puis après ça dure. Bon, alors, et donc, d'abord, moi j'ai vu évoluer effectivement les étudiants, et la première question concernant l'entreprise, les étudiants, les écoles de commerce et tout ça, c'est un mode d'organisation du travail. Et donc le véritable enjeu, c'est comment se définit le rapport au travail et comment la pénibilité du travail évolue. Alors, il fut une époque où je commençais mes cours en disant aux étudiants, le travail éloigne des vices, de l'ennui et du besoin. Alors, je ne vais pas vous tester pour savoir d'où ça vient, mais c'est extrait de Zadig de Voltaire, et j'ai vu évoluer une période où un homme politique de haut niveau disait Zadig et Voltaire, confondant les deux. Donc, la première remarque que je ferai, et c'est que je pense que, et c'est ce qu'on disait, c'est qu'il y a eu une mutation colossale dans le type de références intellectuelles qu'ont les étudiants et que vous détenez. Je vais prendre un autre exemple, l'exemple chez Keynes du concours de beauté. Pour ceux qui ont fait des études d'économie, c'est l'idée simple qu'on préfère se tromper avec tout le monde que d'avoir raison tout seul. Keynes, dans le texte que je distribuais aux étudiants, parle de Freinet. Pour un Anglais qui écrit dans les années 1930, tout le monde sait qui est Freinet. Je n'ai pas faire le test de savoir qui c'est qui est Freinet. Donc il y a une rupture, non pas un manque de connaissances, il y a une rupture dans le type de connaissances. Et ça modifie le rapport au travail. C'est-à-dire le type de travail qu'on va avoir fait que les gens avec qui on va être sont de moins en moins des gens avec qui on a partagé un fond commun culturel. Et donc ça, pour moi, j'expliquais à mes étudiants que ça allait être un vrai défi pour eux. Et dans les dernières générations que j'avais, j'expliquais qu'en plus, et là, je ne suis pas sûr que je sois d'accord avec vous sur le digital et tout ça, je pense que le digital, c'est la porte ouverte au télétravail, c'est-à-dire un mode d'organisation du travail où on ne sera plus dans une situation hiérarchique, dans une entreprise très organisée, un peu comme celle des temps modernes de Charlie Chaplin, mais dans l'organisation du travail que nous avons connue pendant le confinement. Avec, là aussi, un défi issu du confinement, c'est que non seulement on a fait du télétravail, mais chacun a été confronté au fait qu'au moment des périodes de télétravail, il y a des gens qu'on a systématiquement rappelés et il y a des gens qu'on a oubliés. Ce qui a été le plus dramatique dans la période de télétravail, c'est ce que théorisent des gens comme Stiglitz, c'est qu'il y a des entreprises qui sont aperçues que ça ne servait à rien d'appeler certains toutes les semaines. Il y a des gens qui allaient tous les matins dans les entreprises travailler, tout ça, et au bout de 3 semaines de télétravail, personne n'était revenu vers eux. Ils avaient donc la preuve physique qu'ils ne servaient à rien. Et donc, je pense qu'un des enjeux pour la génération future, et ce que j'explique à mes étudiants, c'est que vous allez avoir un rapport au travail où les gens extérieurs à vous ne vous diront pas ce que doit être ce travail. Vous allez avoir un rapport au travail où vous serez potentiellement de plus en plus isolé, et vous allez avoir un environnement qui partage de moins en moins de choses avec vous parce qu'il a appris de moins en moins de choses. Et donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est lisez.
C'est la seule chose que je disais à mes étudiants. À la fin de mes cours, je ne sais pas s'ils savaient la différence qu'il y a entre la perfection et la pureté dans la concurrence, qui était l'enjeu, mais il y avait de mes étudiants qui venaient me demander des sujets, des propositions de lecture pour les vacances. Et bien alors là, je considérais que j'avais réussi mon cours. Même si, effectivement, il aurait mieux valu qu'ils sachent que c'était que la concurrence pure et parfaite. Si certains insistent, je vous expliquerai la différence entre la pureté et la perfection. Vous voyez bien que j'en brûle d'envie, mais vous n'êtes pas obligés. Bravo. José Milano. Alors, c'est quoi l'enjeu? D'abord, c'est construire l'engagement de l'apprenant. Et on travaille avec nos confrères sur l'expérience étudiante, c'est-à-dire un concept qui est au-delà de simplement l'apprentissage tel que... Enfin, on n'oppose plus du tout le service, l'accompagnement de la dimension pédagogique. Donc il y a la pédagogie et ce qui est hors pédagogique, et tout ça se mêle. Et c'est assez naturel. Alors quelle forme ça peut prendre pour essayer de préparer ces jeunes, ou d'ailleurs des gens en reconversion au monde tel qu'on essaie de le percevoir ou de l'écrire. D'abord, c'est de travailler sur des projets responsables. C'est mode projet. Donc nous, par exemple, on travaille avec la première entreprise d'économie sociale et solidaire. Donc tout étudiant chez nous, à horizon de 3 ans, aura eu au moins une fois l'occasion de travailler sur un projet sociétal de sa convenance. Donc ça peut être un bistrot en centre-ville, enfin des trucs absolument incroyables, mais c'est un projet sociétal. Parce qu'au travers de ce projet sociétal, on fait du projet et on travaille avec des autres différents. Autre exemple, travailler, c'est notre chance dans le groupe, on a sur des campus des écoles de nature totalement différente. Et donc on est en train de développer des pédagogies autour du travail de projet d'hackathon. Donc vous posez des sujets, par exemple des sujets de collectivité territoriale, et vous demandez à un ingénieur, à un marketeur, à un designer de répondre à ces questions-là. Il apprend beaucoup plus en 48 heures dans un bocal avec une restitution face à un jury que la plupart des cours théoriques qu'on aurait pu imaginer. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de théorie par ailleurs et de lecture. Il y a à retravailler. Alors il y a aussi des contenus pédagogiques, aussi pour la raison qui est que on travaille de plus en plus en pédagogie, mais que la dimension humaine, la dimension expérientielle est très renforcée. Ça n'empêche pas d'avoir des méthodologies. Donc il faut essayer effectivement d'avoir des types de pédagogie qui soient à la fois très différenciantes et aussi très personnalisées. Et ça, c'est très compliqué parce que, évidemment, nous aussi, on vient d'organisations qui étaient extrêmement industrielles, mais assez hiérarchiques, assez verticales. Et donc, nous-mêmes, il faut qu'on s'adapte à ce défi. L'internationalisation, c'est évidemment aujourd'hui même plus la peine de le citer parce que c'est vraiment quelque chose d'assez commun. Et ce qui se développe très fortement, il y a 300 à 400 000 étudiants de plus depuis 3 à 4 ans dans l'enseignement supérieur qui apprennent par l'apprentissage. C'est ceux qui font résolument, ancien bac technologique ou bac généraliste, le choix d'apprendre en entreprise, avec l'entreprise. Alors évidemment, l'entreprise y voit un intérêt, ça a été aussi très encouragé par les pouvoirs publics, mais c'est des formes d'apprentissage assez différentes qui permettent de lisser la coupure qu'on a longtemps connue entre l'entreprise et l'apprentissage, enfin et la formation, pardon. Et puis entre les deux, on a introduit la notion de stage, et puis tout ceci s'est recomposé. Donc on essaie de trouver des formes hybrides qui permettent en fait de simuler la vie professionnelle à l'intérieur d'un espace de pratique, d'apprentissage qui est une école ou une université. Alors, je crois que Pablo Naclé-Cerruti demande un droit de réponse. Ça me ferait trop de peine d'être en désaccord avec Jean-Marc Daniel, donc je réponds. Le sujet n'est pas le monde digital, le sujet est les outils. C'est-à-dire que moi, quand j'étais étudiant, je lisais Habermas, et la technologie comme outil et comme idéologie pose un problème à terme. Pour prendre l'exemple du télétravail, moi dans mon entreprise, on est à 50% de temps en télétravail et pourtant on est un métier d'exploitant. À un moment, il faut allumer des lumières, il faut faire monter les escalators, etc. Donc je ne suis pas hostile au télétravail. Le télétravail est un outil de libération individuelle. Pour autant, ce qui me pose problème, c'est que comme la façon de gérer des projets n'a pas été pensée, on se précipite sur l'outil sans se poser de questions. Et donc tout le monde se jette sur Teams de Microsoft, et à un moment, c'est un bain de sang en termes de productivité, et en termes de souffrance individuelle également, parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire. On a pensé, d'un point de vue managérial, la relation, et vous l'avez dit, hiérarchique, c'est-à-dire verticale. En revanche, on a impensé la relation horizontale, la gestion de projet à plusieurs. Et donc,
on se dit, chouette, j'ai un outil, je me jette dessus, et à aucun moment on mesure l'outil. Et c'est là que la difficulté vient. Donc l'outil pour l'outil pose problème. C'est plutôt ça le message. Mais oui, on est d'accord finalement. On a d'autres questions? Bonjour messieurs, premièrement je vous remercie pour cet échange. Alors moi je vais aborder un autre aspect des entreprises. Donc, nous savons que la liberté ne peut être définie, car ça serait lui imposer certaines barrières. Et donc, on peut parler de plusieurs libertés dans notre société. Et quand je pense aux entreprises, je pense à plusieurs libertés. Je pense à la liberté de créativité, à la liberté d'innovation. Et en pensant à ça, comme vous l'avez pu également l'évoquer, Monsieur Milano, les jeunes, en plus, nous sommes dans une société où les jeunes sont de plus en plus dans cette vision d'entreprendre des choses et également veulent se responsabiliser. Donc ma question est, pensez-vous qu'il est possible d'allier ce besoin de responsabilité au sein d'une entreprise et la liberté? En quelque sorte, les entreprises ne sont-elles pas un frein à cette liberté individuelle, de cette volonté de créativité et d'innovation, dans le sens où ces entreprises imposent un certain cadre? Qui veut répondre là-dessus? Monsieur Guinaud? Oui, moi j'entends beaucoup de choses finalement positives sur l'entreprise, ça me réjouit. J'adhère tout à fait à cette évolution du lien entre les systèmes de formation et l'entreprise, parce que je crois que c'est extrêmement important. Je faisais allusion dans mon propos liminaire sur le fait que les Allemands qui ont créé la révolution technologique l'ont fait en créant des écosystèmes universités, entreprises, finances. C'était avant 1914 et la France a mis plus de 100 ans pour y arriver. Plus de 100 ans. Donc on a effectivement à rattraper toute une culture qui opposait effectivement la formation et l'entreprise. Alors pour avoir vécu dans des entreprises, je peux vous dire que vous faites une carrière si justement vous prenez vos responsabilités et on vous laissera les prendre. En tout cas, les entreprises que j'ai connues, c'est comme ça qu'elles ont progressé. Mais peut-être, puisque on a dit beaucoup de choses positives sur l'entreprise, moi je voudrais vous dire mon inquiétude. Et mon inquiétude, c'est les entraves à la liberté de l'entreprise. J'ai fait allusion aux terres rares. Alors tout le monde... pour le moment, dans tous les journaux, tous les matins, on dit « Oh mon Dieu, ces vilains Chinois qui ont pris le monopole des terres rares. » Nous avions le monopole des terres rares, mondialement. Mondialement. Que s'est-il passé? Nous faisions nos terres rares à partir d'un sable qui provenait d'Australie et qui contenait un mélange tout à fait harmonieux de terres rares. Il y en a 14 ou 15 et leurs marchés sont différents, ce qui fait que ce n'est pas facile à gérer. Manque de chance, ce sable contenait un peu de thorium, qui est radioactif. Donc, il y a une agence française, l'ANDRA, Agence nationale des déchets radioactifs, qui reprenait ces déchets et les enfouissait, moyennant finance. D'un seul coup, alors je vous raconte l'histoire quand même. Si c'est pas trop long. Rapidement. Je vois arriver M. Crépeau, député maire de La Rochelle, ancien ministre de l'Environnement, ancien garde des Sceaux, ancien candidat à la présidence de la République, qui me dit, alors je ne vais pas vous dire comment il me l'a dit, parce que ce n'était pas très gentil pour les écologistes. Il me dit, c'est mon foutu 12% aux dernières municipales, ça, Monsieur le Président, jamais plus. Que s'était-il passé? Nous étions obligés de stocker un peu de thorium sur l'usine de La Rochelle parce que l'ANDRA avait saturé son site et que les écologistes empêchaient la création d'un nouveau site. Alors il y avait une école maternelle pas loin, alors campagne, on était en train d'irradier les enfants. Je vous la fais courte. L'État a été infoutu d'arriver à recréer le service de l'ANDRA. J'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui s'appelait monsieur Fauroux, qui était ministre de l'Industrie,
et qui, par bonheur, était quelqu'un qui connaissait l'entreprise puisqu'il avait été à Saint-Gobain. Il m'a permis de continuer à faire tourner l'usine. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça voulait dire en termes d'emploi. Et l'État étant toujours infoutu d'évoluer, il nous a aidés à stocker le thorium sur un site Cadarache, un site nucléaire. Mais il a fallu abandonner notre idée de nous fournir en produits australiens. J'avais des très bonnes relations avec les Chinois. Je suis allé en Mongolie intérieure, à Baotou, etc., où ils ont des richesses considérables. Et je les tenais à bout de bras. Nous discutions fort aimablement d'applications possibles des terres rares. Le jour où il s'est révélé impossible de continuer avec la monazite d'Australie, il a fallu aller voir les Chinois et leur dire écoutez, il faut qu'on achète des argiles de Baotou. Oui, venez donc. Et puis, on a mis le doigt dans l'engrenage, il fallait transférer les technologies, elles sont parties, et voilà le résultat aujourd'hui. Donc, par une idéologie stupide, d'un écologisme stupide, on a foutu en l'air un leadership mondial dans quelque chose de stratégique. Parce que les terres rares, vos écrans, vos smartphones, vos éoliennes, tout ce que vous voulez, vous en avez besoin. Et ce qui m'inquiète, c'est effectivement que l'idéologie prospère trop dans l'entreprise. Alors, il y a des idéologies woke, j'ai fait allusion. À l'inverse, ce qui devrait aussi beaucoup vous préoccuper, c'est la désindustrialisation. Si l'industrie, comme vous le dites, et les entreprises, comme vous le dites, est un facteur de liberté, alors où allons-nous en ayant divisé par 2 la puissance de notre industrie dans les dernières années? Et je termine là-dessus. J'ai voulu terminer mon propos tout à l'heure là-dessus. Où vont les Africains si on ne les aide pas ou si on ne trouve pas le moyen de faire en sorte que leur formation associée à l'entrepreneuriat leur permette de trouver des emplois et de créer ce qu'est la base de la liberté, des projets de vie qui soient dignes. Ils sont des millions chaque année à arriver en âge de travailler sans pouvoir trouver un travail. Ça, c'est une privation de liberté qui est considérable. Et tout le monde sait que c'est en passant par des développements de formation couplés à l'entreprise qu'on y parviendra. Ce n'est pas simple et je n'ai pas la solution aujourd'hui, mais nous y travaillons avec le groupe interacadémique pour le développement dont vous avez parlé, où nous rassemblons toutes les académies du pourtour méditerranéen et les académies africaines pour essayer de mobiliser les savoirs autour de cette idée. Et nous commençons petit à petit à trouver quelques avancées. Merci. Une autre question ? Messieurs, madame, vous le savez et je le sais, notre société est basée sur un système capitaliste, lucratif, vers un but précis ou abscon. L'heure où les GAFAM savent tout de nous, notre réveil, notre famille, nos achats, nos envies, elles sont surpuissantes pour établir des processus pour nous faire acheter, consommer et surtout consumer notre planète. Je prends mes désirs pour des réalités, car je crois à la réalité de mes désirs. Est-ce qu'on est libre quand on satisfait nos désirs, ou est-ce qu'il faut se libérer de nos désirs? Alors je ne me trouve pas en indélicatesse avec le capitalisme, mais face à notre aliénation de consommation, est-ce qu'on peut se libérer de ce carcan socialo-économique? On est défini dans notre société par ce qu'on consomme, par notre pouvoir d'achat. Un renouveau est-il encore possible de ce système? Ou est-ce que c'est comme vider le désert avec un dé à coudre, de se débarrasser des GAFAM? Merci beaucoup. C'est une question j'ai l'impression que tout le monde veut que je m'exprime là-dessus. Alors, c'est vrai, je ne l'ai pas évoqué, mais il y a une condition aussi, quand j'évoquais la contribution des entreprises à un monde plus libre, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de concentration excessive. Et bon, vous touchez du doigt avec le sujet des GAFA, où il pourrait y avoir beaucoup d'autres sujets qui touchent à ça. Donc ça, c'est là où intervient, je dirais,
quelque part le politique pour mettre en place les barrières, les conditions sine qua non au bon fonctionnement que j'évoquais. Ce n'est pas tout à fait un interventionnisme d'État, mais c'est des frontières, on l'évoquait tout à l'heure, c'était évoqué, hein, le côté citoyen qui doit mettre une limite à certaines choses. Autrement, effectivement, ça peut conduire vers une restriction de la liberté, une annihilation de la liberté. Bon, maintenant, vous avez le choix d'éteindre votre téléphone portable si vous voulez. Hein. Ça, c'est ce que nous expliquait Pierre Manon. Pardon, oui, ça reste parmi les possibles. Mais bon, c'est vrai que si vous faites ça, vous vous mettez un petit peu en marge de la société par ailleurs. Donc il y a une régulation, il y a d'ailleurs cette grande thématique au jour d'aujourd'hui sur ces sujets-là, un peu au-delà des GAFA, sur la souveraineté des données, sur la nationalité de ces données, sur les pouvoirs de certaines réglementations, législations, qui ont une capacité de regard sur ce que vous faites, ou que vous le fassiez d'ailleurs, dès lors que vous relevez d'une certaine autorité. Ça, c'est des sujets, je pense, dans lesquels nos politiques se sont bien mis dedans. Notre ministre de l'économie, Le Maire, est très sensible à ces sujets-là. Il y a une vraie volonté, je crois, au niveau européen de développer des acteurs européens, quelque part, indépendants, qui donneraient une pluralité. Alors maintenant, vous avez quand même une pluralité, parce qu'au-delà des GAFA qu'on voit, ce qu'on connaît moins, c'est tout l'aspect des développements technologiques et des plateformes et même de la téléphonie qui existent en Chine, qui sont un vrai, mais c'est pas encore, on le voit un petit peu déferler chez nous, mais ça restera effectivement un sujet d'attention fort si on ne veut pas aliéner les libertés dans le futur. Ouais. Pablo Nacleserotti. Oui, un mot sur les GAFA, et avant juste un mot sur la précédente question quand même sur est-ce qu'on peut être libre en entreprise quand même. Le mode de régulation sociale d'une entreprise, ça s'appelle des procédures. Alors déjà, on appelle ça des process maintenant, en bon français, mais ça s'appelle des procédures. Je vais vous dire comment se construit un process dans une entreprise, pour que vous n'ayez pas peur. Et souvent, moi, mes collaborateurs me disent, il y a trop de process. Un process, c'est simple. On demande à des gens dont c'est le métier de s'asseoir à côté des gens qui travaillent, de les regarder travailler, et à la fin de la journée, en leur disant, voilà comment tu travailles, et on va l'écrire, et on va comparer avec ce que font les autres, et on va garder la meilleure façon de travailler, on va l'appliquer à tout le monde. Et ben, je peux vous dire un truc, vous revenez un an après, les gens auxquels on a assisté et qu'on a figé dans le marbre leur façon de travailler vous disent oh, ton process il est hyper compliqué. Parce que c'est ce que disait l'économiste Spider-Man, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Et on vient à la notion de responsabilité, c'est-à-dire que pour être libre, il faut être responsable. Et la façon dont on travaille, les procédures en général ne font que figer ça. Alors oui, la pensée PowerPoint, la pensée Excel, c'est des choses dont on doit savoir s'affranchir. Mais la façon dont bosse une entreprise, elle commence par ce que veulent ses clients et la façon dont travaillent ses équipes et dont l'outil de production est formé. Il ne faut pas avoir peur de ça. S'agissant des GAFA, je vous l'ai dit, moi je crois que l'intelligence artificielle, elle est construite pour nous créer, vous savez qu'on tourne autour de ce qui nous rassemble. Pour autant, la chance que l'on a par rapport au monde qu'on a passé, c'est qu'on le sait. Alors oui, c'est vrai que j'ai l'impression aussi d'être pas un vieux con, mais en tout cas par rapport à ce qu'on dit, oui, vous pouvez quitter votre téléphone, c'est simple, et ça n'empêche personne de dormir, et on le pense tous, mais on ne se subit pas par rapport aux GAFA. On ne se subit pas. C'est-à-dire qu'à un moment, on sait à quoi est utilisées les données qu'on leur transmet, on sait qu'il y a des endroits qui sont des black box, on sait quel est l'usage qu'on en fait, et on l'accepte. Et dans le fond, c'est notre fatalité, c'est d'accepter ce qui nous est proposé, parce qu'on considère à un moment que ça nous apporte plus de satisfaction que de servitude. Mais on reste encore dans une situation où, compte tenu de l'avalanche d'informations dont on dispose, on est tout à fait capable de mesurer que le choix qu'on fait en allant s'inscrire sur Instagram ou sur Facebook ou sur TikTok, etc. Donc ce qui est différent de se dire on subit ces plateformes. Et ça reste fondamental. Il y a d'autres questions, monsieur? Oui, bonjour. Donc moi je suis à la retraite et j'ai été cadre supérieur dans des très grandes entreprises françaises, allemandes. C'est Valeo, c'est Labinal, c'est Continental, c'est Bosch à la fin. Automobile et industriel. Donc des entreprises qui font des 30 à 300 000 employés. J'entends des belles choses. C'est le nouveau monde. Moi, je n'y appartiens plus. Mais je suis quand même effaré
en réfléchissant à la réalité de ces entreprises que j'ai connues, parce que le travail dont j'entends parler, le nouveau mode, je l'ai aussi expérimenté, le télétravail dans les derniers temps, la liberté fondamentale, la possibilité d'entreprendre soi-même. Mais je me pose des questions, quid de la stabilité propre, de la structure de ces entreprises dans cette mentalité. Ça me fait peur parce que chaque entreprise dont on parle a besoin d'avoir une propre situation financière stable. Ils ont besoin d'avoir un fonctionnement de flux matériaux et également des personnes qui travaillent en concertation les uns avec les autres. Donc je me pose des questions. Que répondez-vous par rapport à cette industrie qui aujourd'hui quand même fait les gros de l'industrie européenne et mondiale? Merci. Non, mais je peux répondre peut-être pas spécifiquement sur l'industrie, mais sur le challenge que constituent effectivement ces nouveaux comportements que vous évoquez dans le travail et qui sont empreints de liberté pour les travailleurs. Mais c'est une condition sine qua non aujourd'hui pour embaucher des plus jeunes. Autrement, ils ne viennent pas. Je l'évoquais en fin de mon exposé. Ils veulent qu'il y ait une entreprise qui soit plus... C'est plus une carrière, c'est fini. Ça. C'est de l'expérience, plus d'expérience, plus riche, plus flexible. Ils veulent être plus libres. Ils vont chercher des acquis. Donc c'est quelque part à nous de nous adapter. Les réponses par rapport à ça, sur quelle sera quelque part l'entreprise qui plaira aux jeunes dans le futur, c'est la question. Et quel rôle de cette entreprise dans la société. Il y a des débuts de construction de réponses qui se font avec le sujet des entreprises à mission. Certaines vont chercher ça. Bon, on a vu les limites chez certaines entreprises de l'agroalimentaire de ce sujet-là. Mais c'est les entreprises avec une raison d'être qui sont développées. Et je pense que maintenant, les modes de fonctionnement sont tout à fait compatibles. Vous l'évoquiez, vous, dans votre activité semi-opérationnelle sur le terrain, sont tout à fait compatibles avec des modes de travail un peu différents. Nous, chez Deloitte, on l'a expérimenté. Vous savez, on a un métier de prestation de service. Donc, quand on est rentré en confinement, tout s'est arrêté. Et pour autant, on a réussi à continuer nos opérations auprès de nos clients en gardant la même motivation. Mais donc, c'est une question d'adaptabilité de nous tous et de nous updater quelque part à ces nouveaux outils qui sont, je ne sais pas si c'est une nouvelle contrainte ou une nouvelle opportunité. En tout cas, nous, on le prend comme une nouvelle opportunité. C'est plus challenging de développer cette culture d'entreprise et de transmettre le savoir, en effet, mais c'est pas impossible. Et c'est à nous, en tout cas, de trouver la solution plutôt que d'écarter ces nouveaux modes de fonctionnement qui sont aujourd'hui présents. Est-ce qu'il y a... Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors je vais en profiter, j'en ai une. On n'a pas parlé énormément des syndicats, on n'a pas parlé énormément des corps intermédiaires de manière plus large. Quel rôle peuvent-ils jouer, eux qui ont pour fonction quand même d'être les porte-parole des salariés, et je ne résiste pas à vous donner la parole, Jean-Marc Daniel, à ce sujet. Quel rôle pour les syndicats dans l'entreprise ? Merci, d'autant plus que ça va être ma dernière intervention, puisque nous allons partir. Alors, c'est lié à votre question. D'ailleurs, notre organisation a été liée aux séquences de grève qu'il y a. Donc, le rôle des syndicats, on le voit. Et même si les grèves sont de moins en moins suivies, parce que les gens sont de moins en moins syndiqués. Et les gens sont de moins en moins syndiqués, je pense que la relation du travail, on rejoint un peu pour résumer tout ce qu'on a dit à mon avis, c'est le fait que, et pour rejoindre ce que vous dites, c'est-à-dire que le fait que les gens vont être de plus en plus dans un rapport avec l'entreprise, qui est un rapport d'individu à une structure sur une base contractuelle. Le syndicat, il correspond à une situation qui est une situation de salariat,
Et la situation de salariat, elle suppose 3 choses. La première, c'est que vous puissiez assimiler la présence physique en un lieu à une capacité à produire. Le salarié, il est payé sur une base horaire, c'est-à-dire sur une présence physique. Si vous n'avez pas un mode d'organisation qui fait que présence physique égale production, ce mode d'organisation explose. Ce à quoi nous assistons avec les nouvelles technologies, avec les nouveaux modes de production. Le deuxième élément, le salariat et le syndicalisme, il est lié au fait qu'il y a un rapport hiérarchique entre le donneur d'ordre et le salarié. À l'heure actuelle, on a de plus en plus, dans la sous-traitance, dans les relations sociales, des relations qui sont des relations contractuelles. Grosso modo, si vous n'avez pas fait votre travail dans une entreprise et vous êtes salarié, vous êtes soumis à une pression morale, à des sanctions. Dans une relation contractuelle, si vous devez remettre la comptabilité le vendredi à 18h, si elle arrive à 18h15, vous êtes pénalisé de 10% de baisse de la rémunération qui vous était garantie. Et donc à ce moment-là, le rapport de force, ce n'est plus un rapport de force. J'arrête de travailler, parce que si j'arrête de travailler, de toute façon, la personne qui est en face de vous vous dit ça n'a aucune importance. Vous allez payer la conséquence de votre inadaptation à la réalité de ce qu'on vous a demandé. Et donc, on l'a bien vu dans l'affaire de l'ubérisation. C'est-à-dire que dans l'affaire de l'ubérisation, un certain nombre de gens ont demandé à être traités par les plateformes comme des salariés. Et ils ont été soutenus par une partie de l'appareil judiciaire. Or, la réponse d'un certain nombre de gens, c'est de dire, ce ne sont pas des salariés parce qu'ils ne sont pas en position de rapport de force avec la plateforme, ils sont en position de rapport commercial contractuel. Et s'ils ne sont pas contents de la plateforme, ils changent de plateforme si elle est en concurrence. Et dernier élément, en Californie, quand la jurisprudence établie par l'appareil judiciaire dit on veut arrêter l'ubérisation, la population consultée par référendum dit on veut rétablir l'ubérisation parce que la défense traditionnelle sous forme de syndicat, sous forme de droit de grève, sous forme d'affrontement, est une défense qui ne débouche pas sur ce que nous voulons. En revanche, une défense de nos droits basée sur la concurrence, sur le fait que nous sommes dans une relation contractuelle, est une défense qui fonctionne. Et le troisième élément que je dirais, c'est que les syndicats ont perdu une partie de leur force parce que les syndicats se sont appuyés assez longtemps sur la production d'un monde intellectuellement nouveau. Et je vais conclure là-dessus. Moi, quand j'ai parlé de la Tchécoslovaquie, vous allez penser que je suis obsédé par ce pays qui n'existe plus. Mais quand j'avais vos étudiants, jeunes gens, et quand j'entendais des discours un peu le capitalisme et tout ça, il y avait des gens qui me disaient « Mais vous savez, le capitalisme, on peut s'en débarrasser. Il suffit d'aller à Prague ou à Budapest, et là, il n'y a pas de capitalisme et les gens sont heureux. » Eh bien, on a découvert, un, qu'ils n'étaient pas heureux, et deux, il n'y a plus d'endroits où on nous dit « Vous savez, là-bas, au moins, les gens sont heureux. » Eh bien non, il n'y a plus d'endroits. Alors ça manque. Objectivement, je peux vous dire que dans ma génération, qu'est-ce que c'était beau de se dire « Mais au moins, il y a des gens qui sont heureux. » Nous, on en chie tous les matins, mais là-bas, dans ce monde irénique, vous preniez l'avion, vous arriviez et on tombait sur des gens heureux. La première fois que j'y suis allé, je vais conclure là-dessus, c'était à Varsovie dans les années 70. Et le premier contact que j'ai vu avec un homme heureux, c'était un garçon qui était à la douane et qui m'a piqué les restes de mon sandwich parce qu'il avait faim. C'était des gens heureux. Alors, je ne sais pas si on peut réagir après ça, Jean-Marc, mais le débat que vous posez, il est un peu, intellectuellement, c'est la question de est-ce qu'on va dans les entreprises qui vont vers des contrats et le tout contrat, ou est-ce que l'entreprise reste une institution? Alors, on a tendance à dire tous que le curseur va plus vers la contractualisation. Néanmoins, il y a peut-être des limites. Et je vous en propose deux. La première, c'est celle des processus d'innovation. Alors, peut-être que processus, ce n'est pas le bon terme, mais en tout cas, de l'innovation. Le phénomène d'innovation, on voit bien que quand on est en Teams ou en télétravail, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'à un moment donné, on a besoin de rassembler des gens de compétences différentes. Et il y a d'autres choses que uniquement l'apport de compétences. Il y a des dimensions relationnelles qui permettent, qui facilitent ces dimensions de génération, d'innovation. Et aucune entreprise, et c'est aussi le sens de votre question, c'est aucune entreprise moderne aujourd'hui ne peut se passer d'innovation. Si elle n'innove pas, elle disparaît. L'autre élément, c'est la personnalisation du service. C'est-à-dire que à un moment donné, on le voit très bien dans notre métier, dans l'enseignement, c'est-à-dire que vous pouvez être extrêmement digitalisé, mais d'un autre côté,
vous avez besoin d'une personne physique qui gère la relation de service à l'étudiant en l'occurrence, mais ça peut être des relations dans des magasins ou d'autres dispositifs productifs. Et donc effectivement, la question c'est qu'on doit continuer d'avoir de l'adhésion au dispositif de l'entreprise, alors même que, pour des raisons d'efficacité qui sont parfaitement compréhensibles, elle cherche à se contractualiser et à devenir un peu plus horizontale. Et donc on a aujourd'hui des formes d'entreprises qui cohabitent, mais elles doivent essayer de résoudre l'ensemble de ces sujets qui sont l'efficacité productive, l'innovation et le service, et qui est de plus en plus important, y compris dans l'industrie. Et dans ces environnements-là, le curseur peut être un peu différent entre ce qui est contractuel et ce qui est un peu plus institutionnel et physique et présentiel. Alors nous allons libérer, non sans les remercier, Jean-Marc Daniel et José Milano. Ils ont des contraintes de temps et doivent partir. Je voulais quand même dire, en vous écoutant tous, que vous n'avez parlé que du fonctionnement de l'entreprise. Jamais vous n'avez parlé de l'objet de l'entreprise. Et je pense qu'il y a quand même de très grosses différences entre une entreprise agroalimentaire et Thales, par exemple, ou une société de services. Donc je crois qu'il y a quand même un débat, un réel débat, à essayer d'oublier les nouveaux outils qui sont extrêmement utiles, le numérique, etc., et quand même de repenser l'objet d'une entreprise et de d'abord se focaliser sur l'objet avant de se focaliser sur le fonctionnement. Oui, j'adhère. Ça marche, hein ? J'adhère tout à fait à la remarque. Je ne pense pas que l'ubérisation va réindustrialiser la France. Je pense aussi, mais vous allez dire que je fais de l'obsession, je pense que l'évolution de la finance dans l'entreprise a modifié énormément de choses. Énormément. Je suis un vieil homme, j'ai connu le temps où l'entreprise était encore dirigée par des ingénieurs, par des techniciens. Puis est venu le temps où elle était dirigée par des commerciaux. Et puis, on est arrivé au temps où il a été dirigé par les financiers. Et là, effectivement, et ça rejoint ce que disait monsieur tout à l'heure, l'entretien des compétences, la transmission des compétences, etc., a disparu très vite, très très vite. Peut-être on a encore le temps, je raconte une histoire. Quand j'ai compris que ça allait vraiment aller mal, je parle d'un grand groupe qui, un 31 décembre, pour arranger son résultat trimestriel, vend son siège social. Beaucoup d'argent. Le 31 décembre. Et le 1er janvier, l'ayant vendu à une banque, il devient le locataire de la banque. Ce jour-là, j'ai compris que l'industrie française était malade. Et je crois effectivement qu'il faut revenir à l'objet de l'entreprise. Et là où la finance a été moins perturbante, où l'obsession du résultat trimestriel a été moins flagrante, et je pense notamment à des entreprises, pas des petites, mais des entreprises familiales, qui ont un autre horizon temporel, qui ont une autre façon de réagir face à l'argent immédiat. On a plus maintenu cet objet de l'entreprise et la culture des compétences à conserver. Je ne sais pas si je me fais... Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Très bien. Alors, je voudrais vous remercier tous. Quelqu'un au fond ? Alors, je ne sais pas si on a encore le temps. On n'a plus le temps. On me dit qu'on n'a plus le temps. Je suis vraiment désolée. Merci à tous, en tout cas, pour votre participation. Donc, la table ronde la touche à sa fin, mais pas la journée, pas l'après-midi. Je vais vous laisser entre les mains très vides de Jérôme Sainte-Marie, politologue, qui va nous présenter un sondage, une enquête, une étude consacrée au rapport qu'entretiennent les Français avec la liberté, ce qui complétera vraiment le propos qu'on tient depuis cet après-midi. Et puis, bien sûr, Gaspard Koenig qui s'exprimera à la tribune après lui. Merci beaucoup. Merci de votre participation.